Et donc, je vais vous parler donc de faut-il se méfier de l'open science et tout part d'une conférence à laquelle j'ai participé en septembre, conférence qui se trouvait, comme vous pouvez le voir, à Madrid. Et c'est une conférence qui s'appelle Open Science Fair. Donc, c'est sur de l'open science. Moi, je travaille du coup dans un laboratoire de meta science et je me suis dit, bah, l'open science, c'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup. Allons voir ce qui s'y trouve et disons que j'ai pas été déçu comme, comme vous allez le voir. L'idée générale, c'était de réfléchir à comment l'open science peut évoluer en Europe, etc. Ça a été parmi les organisateurs, on retrouve pour le ministère de l'Éducation espagnol et aussi Open Air. On va reparler d'Open Air vers la fin de cette conférence, vous allez voir, vers la fin de ce séminaire, pardon, vous allez voir. Mais quand j'arrive là-bas, bah, je vois en fait que c'est plein, il y a énormément de personnes et je connais personne. Alors je suis pas la personne la plus connue ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai Twitter, je suis pas mal de monde sur Twitter, et je connaissais vraiment personne, 0, pas une personne. Et je me suis dit: «Beh, comment c'est possible quoi?» Vraiment, 0. Et en fait, quand j'arrive à cette conférence, je reçois des goodies comme dans toutes les conférences. Des goodies, Elsevier, donc bon ça c'est souvent et puis aussi des goodies, comme vous le voyez, MDPI et Frontiers et ça alors je vais mettre, un pointeur et ça c'est un peu plus étonnant pour moi parce que MDPI et Frontiers, je vois pas trop leur lien avec l'open science ou ce qu'ils auraient à gagner, à sponsoriser comme ça des conférences d'open science. Et en fait, j'arrive comme ça dans cette première conférence et j'ouvre Twitter et je tombe sur, un de mes collègues en open science, Florian Naudet. Si vous le connaissez pas, c'est parce qu'il est pas, psychologue, il est, chercheur en médecine, qui fait du coup ce petit message, sur Twitter où il dit, «Sponsor of the Open Science Fair», emoji, qui se marre en mettant, du coup Frontiers et MDPI dedans. Donc lui aussi trouve ça très étonnant et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Moi aussi, je trouve ça très étonnant de les voir en tant que sponsor et je vais aussi vous expliquer, Olivier, tu lèves la main? Oui, je voulais juste lever la main parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse NDPI, Et ben voire même. justement, je vais en parler là. Ah ouais, ok. C'est ma prochaine slide. Ouais. Donc effectivement, Elsevier, Frontiers, MDPI, ce sont des éditeurs, scientifiques, qui du coup possèdent un certain nombre de journaux dans lesquels on peut publier. Et en fait, si j'en parle, c'est parce que, très récemment, alors quand je vous dis très récemment, on parle de ce mois-ci, il y a une publication scientifique qui s'appelle, The Strain on Scientific Publishing, où les auteurs, en fait, ils ont, récolté tous les articles qui ont été, publiés ces dernières années, qui sont trouvables sur le web. C'est des millions d'articles par an, et ils ont essayé d'en faire des graphiques pour essayer de comprendre comment marche le processus scientifique, comment marche le processus de publication scientifique, d'édition scientifique, dans le monde et le premier graphique que je voulais vous montrer, c'est celui-là, dans lequel on voit, le nombre total d'articles par éditeur, et du coup en abscisse, les années. On voit ici 2013, 2016, 2019 et 2022. Si on s'intéresse à Elsevier, le premier, on voit qu'en 2013, il publiait un peu plus de 300 000 articles, cette année-là et puis en 2022, à peu près 500 000. Donc on est un peu moins de plus 100. Par contre, si on s'intéresse à MDPI, celui dont on va parler abondamment, lui, par contre, on voit qu'en 2013, il publiait largement moins de 100 000, très proche de zéro. Et en 2022, là, depuis 2019, on a une courbe exponentielle. En fait, on est à, on est à plus 1080% d'articles publiés par MDPI. Et si on s'intéresse à Frontiers, l'autre éditeur sponsor de cette conférence, on voit qu'il y a aussi cette courbe exponentielle depuis 2019 qui fait en fait plus 675%. Donc on a comme ça 2 éditeurs qui, depuis 3 ans, publient largement plus d'articles qu'avant 2019. Je continue. Donc ça voilà, en 3 ans. Je continue, on essaye de comprendre. Oui, vas-y Olivier. Attends, il n'y avait pas le Le micro. graphe, il commence en quelle année? Le graphique, il commence en 2013, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là de 2019 à 2022. Ok, Ouais. merci.
Et là, pour la deuxième, ouais, c'est vrai que c'est un peu petit. Je suis désolé si vous avez un petit écran. Enfin, vous êtes beaucoup dans une salle. Je vais essayer de bien décrire les graphiques. Ici, on voit du coup en couleur bleue et en couleur rouge, et en fonction des éditeurs. En bleu, c'est les éditions normales de publication, et en rouge, c'est ce qu'on va appeler les éditions spéciales. Et on a ici à chaque fois trois dates, 2016, 2019, 2022. Et ce qu'on voit dans Frontier, c'est une augmentation énorme du nombre d'éditions rouges, donc d'articles spéciaux entre 2022 et 2016. Pour Indawai, c'est pareil. Et pour MDPI, là, n'en parlons pas. On a vraiment en 2022 quasiment que des éditions spéciales par rapport aux éditions normales. Alors que si on regarde d'autres éditeurs, typiquement Nature ou PLOS, quasiment pas d'édition spéciale. PLOS, il n'y en a pas du tout. C'est dernières. Donc on voit bien que Frontiers, Indawai et MDPI, ils ont vraiment cette particularité d'axer leur modèle économique essentiellement sur les éditions spéciales et non pas sur des éditions plus régulières de leurs journaux. Troisième point, c'est le nombre de jours mis par ces éditeurs pour avoir une réponse et pour avoir une publication. Si on regarde, donc pareil, 2016, 2018, 2020, 2022, si on regarde Elsevier, de 2016 à 2022, on a une ligne, quoi. C'est-à-dire, il y a autant de jours mis entre 2016 et 2022 pour avoir une réponse, c'est-à-dire 134 jours en moyenne pour un article. Pour ce qui est de Indawai et Frontiers, donc les deux ici, on voit que depuis 2020, donc toujours la même tendance, hein, depuis 2019-2020, les courbes sont beaucoup plus basses qu'avant. Donc on était aux alentours de 110 jours et maintenant on est à 72 jours pour Frontiers. Et pour MDPI, là c'est vraiment très très bas, on est à 37 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous envoyez votre article à MDPI, à n'importe quel journal de MDPI, et le jour où il est accepté pour publication, vous avez un mois en gros qui s'écoule. Même si vous avez fait des révisions majeures, des révisions mineures, etc., vous avez un mois qui s'écoule. Oui, Olivier. J'avais une question, Adrien. C'est quoi l'enjeu des différences entre les éditions normales et les éditions spéciales? Moi, j'avais l'impression que c'est parce que les éditions spéciales, c'est un éditeur ou une éditrice qui est invité. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, les éditions, techniquement, oui, mais en fait, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel tu vas retrouver plein de possibilités différentes. Dans Frontiers, par exemple, les processus de peer reviewing est beaucoup moins important dans les éditions spéciales, voire dans certains journaux de Frontiers, en fait, il n'y en a pas du tout. Alors que dans les éditions normales, régulières, tu vas avoir un processus de peer reviewing qui va être aussi important que dans les autres journaux. Donc c'est beaucoup plus facile de publier, et surtout les éditions spéciales sont plus chères que les éditions normales. Donc les éditeurs ont tout intérêt à favoriser les éditions spéciales quand ils peuvent gagner plus d'argent de cette manière-là. Donc voilà, il y a pas mal de... Je fais une sorte de généralité, mais globalement, c'est un peu comme ça que ça marche pour MDPI et Frontiers. Les éditions spéciales, ça leur permet d'assez facilement pouvoir publier. Ça permet aux chercheurs de facilement pouvoir publier et aux éditeurs de pouvoir gagner un petit peu plus d'argent parce qu'ils peuvent les vendre plus cher, de manière générale. Donc voilà, ça c'est pour le nombre de jours qui sont mis de manière générale pour ces éditeurs. Et enfin, donc l'un des derniers points de cet article, c'est le nombre, la proportion de citations au sein du même journal. C'est-à-dire, moi, je publie un article dans un journal, combien d'articles du même journal je vais citer? Et en fait, on voit que pour Nature, ici, on est quasiment à zéro. Donc en fait, quand on publie un article dans Nature, on cite quasiment aucun autre article de Nature. Par contre, dans MDPI, en moyenne, quand on publie un article dans un journal de MDPI, 10% des citations que l'on a dans notre article proviennent du même journal, publié aussi du coup dans MDPI. Donc on est vraiment dans une énorme différence entre la plupart des éditeurs, je ne vais pas les appeler des éditeurs sérieux, mais un peu plus sérieux, et MDPI qui vraiment, lui, va avoir un taux de citation beaucoup plus important. Évidemment, l'objectif, là, c'est d'augmenter l'impact factor. Parce que si on se cite dans notre propre journal, on augmente artificiellement notre impact factor. Donc voilà, ça c'est MDPI et Frontiers. On voit qu'il y a vraiment de grosses différences entre ces éditeurs et les éditeurs un peu plus classiques. Et évidemment, ça a amené en 2023 une sorte de correction de la science, si on peut dire ça comme ça. Web of Science, qui est vraiment le gros agrégateur de tous les articles scientifiques, a fait une déclaration disant qu'ils allaient enlever de Web of Science 50 journaux qui, en fait, avaient trop d'articles qui étaient publiés sans bonne vérification. Et parmi ces 50 journaux, une grosse partie provenait de MDPI,
une petite partie de Frontiers et une toute petite partie de Indawai, mais l'immense majorité provenait de MDPI. C'est disons, une des grosses nouvelles informations de cette année d'un point de vue scientifique, le fait qu'on puisse comme ça enlever 50 journaux des critères, enfin de Web of Science. Et malgré tout, bah, on peut voir que ces éditeurs sont toujours très intéressés par l'open science. Très récemment, début octobre, on a Tom Ciavarella, qui est un des directeurs de Frontiers, qui a fait cette opinion note où il pose la question qui a peur de l'open science, où il demande d'ouvrir la politique, enfin d'ouvrir à débat la politique sur l'open science de la Maison Blanche, ce qui est quand même très curieux de la part d'un éditeur qui visiblement n'est pas très intéressé par la transparence de ces processus de recherche. Moi, ça m'a amené du coup à ces deux questions. Là, je suis à cette conférence à Madrid en train de me demander pourquoi ces éditeurs sont en train de sponsoriser une conférence comme ça. Ça m'amène à deux questions. Pourquoi ces éditeurs sont aussi peu transparents sur leur processus de sélection d'articles, sur leur processus de publication, etc. Et pourquoi ils sont aussi intéressés par l'open science. Mais comme ils sont tout petits par rapport à Elsevier, il va falloir aussi s'intéresser à ce que fait Elsevier pour comprendre ce que ces éditeurs essayent de recréer à une échelle un peu plus petite. Donc on va effectivement parler beaucoup plus en détail d'Elsevier, parce que c'est vraiment le point central, l'éditeur central en sciences. Et vous allez voir qu'il contrôle beaucoup de choses de nos vies à nous en tant que chercheurs. Elsevier, c'est pas un éditeur qui est blanc comme neige non plus, il a aussi des casseroles. Voilà, je vais vous donner quelques observations, mais enfin, il faut imaginer vraiment un système beaucoup plus large, hein. Si vous allez voir Retractation Watch ou d'autres sites d'information sur ces sujets-là, vous allez voir que ça pullule. On a par exemple ici des cas de paper mill. Donc, si vous ne connaissez pas les paper mills, c'est des entreprises qui créent des faux articles scientifiques et qui vont ensuite les vendre soit à des États, soit à des institutions, soit directement à des chercheurs pour qu'ils mettent leur nom dessus et qu'ils essayent derrière de les publier. Alors évidemment, si vous êtes chercheur dans un pays qui vous oblige à publier pour pouvoir garder votre poste, bah, vous allez être tenté d'acheter ces articles-là pour pouvoir garder votre poste. Si vous êtes un pays qui vous voulez montrer que vous publiez de la science, de la recherche dans des revues prestigieuses, vous allez être aussi tenté d'en acheter. Et ici, voilà un exemple de 47 articles qui ont été publiés dans Thinking Skills and Creativity, qui proviennent toutes de Paper Mills et dont un des rapports des reviewers était complètement illégitime à ce niveau-là. Elsevier, c'est aussi un éditeur qui a accepté pendant très longtemps, pendant au moins 5 ans, des publications sponsorisées par des laboratoires scientifiques et qui, en 2009, a dit que finalement, c'était pas forcément très bien, mais enfin, c'était quand même 4 ans après. Et puis très récemment, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de Raphaël Luque, donc un auteur, un chimiste espagnol qui publiait un article toutes les 37 heures et qui, en fait, quand on s'est rendu compte de la supercherie, en fait, c'est un journaliste qui s'est rendu compte de la supercherie, c'est pas des scientifiques. Il n'a jamais été inquiété par son université, jamais été inquiété par Elsevier non plus, ni quoi que ce soit d'autre. En fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il mettait son nom dans des articles provenant de Paper Mills en échange d'un financement, notamment dans les articles qui provenaient, je ne sais plus quel pays d'Arabie, peut-être les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, mais voilà un petit peu l'idée. Et l'immense majorité de ces publications, si vous regardez Google Scholar, ont été faites dans des journaux appartenant à Elsevier. Et enfin, et je crois que c'est vraiment le plus important, si vous avez une chose à retenir de cette slide, c'est qu'Elsevier, nous, on pense que c'est un éditeur scientifique parce que c'est ce qu'on a appris. En fait, Elsevier, si vous allez regarder sur Google, elle ne se définit pas comme un éditeur scientifique. Elsevier se définit comme une entreprise d'analyse de l'information. Là, vous allez vous dire, mais quelles informations Elsevier possède pour se définir en tant qu'entreprise d'analyse de l'information? Et ben en fait, Elsevier possède globalement tout ce que nous, on possède globalement. Notamment si on visite un site web appartenant à Elsevier, donc n'importe quel site web avec Scopus, Science Direct ou SSRN ou quoi que ce soit. En fait, il sait quel site on a visité, à partir de quelle adresse IP, à partir de quelle URL on a visité auparavant, si on a lu les PDF, si on a téléchargé les PDF, etc., etc. Si on utilise Mendeley, qui appartient à Elsevier,
Elsevier sait quel PDF on a téléchargé, quel PDF on a ouvert, lesquels on a regardé, si on a téléchargé, si on a mis les citations sur Word, sur un format LaTeX, etc., etc. Et c'est absolument tout ce qu'on fait en tant que chercheur. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça parce que là, on a regardé juste ce qu'on fait sur les pages, mais en fait, Elsevier possède beaucoup plus de choses. Tout ce que vous voyez ici appartient à Elsevier. Voilà, si on regarde par exemple ici, je vais vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Mais par exemple, Plume, c'est un logiciel que possède Elsevier qui permet de savoir, vous en tant que chercheur, si vous avez un site sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur quoi que ce soit d'autre, et si vous publiez dessus, si vous publiez des articles journalistiques, si, etc., etc. Voilà, Hivebench, ça permet de savoir si vous avez des codebooks. Pure, ça agrège toutes les données de vos datasets dans un énorme serveur. Il possède absolument tout ce que vous allez mettre sur les articles que vous allez publier, que ce soit dans le processus de recherche, que ce soit dans le processus de publication de la recherche, ou que ce soit dans le processus d'évaluation de la recherche, notamment grâce à Plume, Scival. Je vous en parlerai un petit peu plus tard parce que c'est vraiment important de comprendre ce qu'Elsevier peut faire avec ça. Bon, enfin, cet article-là, ce billet de blog est vraiment très intéressant pour savoir ce que peut faire Elsevier. Et Elsevier aussi, donc oui, ça, faut que je vous explique. Elsevier, c'est une petite entreprise finalement qui appartient à une entreprise mère plus grosse qui s'appelle RELX, qui elle-même appartient à une entreprise plus grosse qui s'appelle LexisNexis. On va en reparler juste après. Et RELX possède 2 lobbyistes à temps plein à l'Union européenne qui ont clairement pour objectif d'influencer les politiques européennes pour qu'elles soient favorables à Elsevier ou plus généralement à RELX. Je vais vous montrer des exemples de comment on peut essayer un peu de favoriser tout ça. La question qu'on se pose, maintenant qu'on sait ce que récupère Elsevier avec nos données, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Que fait cette entreprise avec nos données? La première chose claire qu'Elsevier fait avec nos données, c'est du spam. Si vous regardez vos adresses, si vous laissez vos mails sans surveillance pendant 1 semaine ou 2 semaines et vous regardez le nombre de mails que vous recevez d'Elsevier, vous verrez que vous en avez 5, 10, 15, 20% qui viennent d'Elsevier, soit parce qu'on vous explique quels ont été les articles qui ont été publiés récemment, soit parce qu'on vous propose de publier dans des éditions spéciales, etc. Mais enfin, vous aurez toujours, tout le temps, des articles, des mails en provenance d'Elsevier. Ici, vous avez par exemple l'exemple d'un chercheur en physique qui reçoit des centaines de mails d'Elsevier à partir, discutant, enfin lui proposant des articles sur de la médecine ou de la biologie alors qu'il est physicien, donc il s'en fiche complètement et qui a demandé à Elsevier de ne plus recevoir ces mails et Elsevier a refusé. Donc essayez vous aussi, si vous voulez, de refuser l'envoi de mails de la part d'Elsevier, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Le seul moyen, c'est de changer d'adresse mail. Ce que fait Elsevier également, c'est de l'automatisation de prise de décision et ça, c'est vraiment très important pour vous de comprendre ce qui se joue à ce niveau-là. Parce que comme Elsevier connaît toutes vos données, elle sait quel chercheur vous êtes, dans quel département, quel article vous publiez, avec quelle citation, quel impact, avec quels mots-clés, etc. Elle est capable de proposer aux institutions d'automatiser, par exemple, le choix de chercheur. Si on a besoin d'embaucher un chercheur, les universités peuvent euh, regarder ce qui se passe dans Plume, dans Scival, pour faire ses choix. Je vous montre le type de graphiques. Bon, c'est vraiment des graphiques qui sont proposés par Elsevier, donc il n'y a rien de très précis. Mais vous pouvez, par exemple, par année, voir les usages qui ont été faits par tel ou tel chercheur, les captures faites de ce chercheur, les citations qu'il a eues, à quel point il a eu des impacts dans les réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous encourage d'être sur les réseaux sociaux et les mentions aussi que vous avez eues, c'est-à-dire à quel point vous interagissez avec d'autres chercheurs. Bloom, ça ne sert pas uniquement aux chercheurs, à évaluer des chercheurs, ça sert aussi à évaluer des politiciens, à évaluer des journalistes, etc. Il y a beaucoup d'institutions qui vont utiliser ce service. Et puis si on regarde Scival, ça permet voilà, de savoir, par exemple, vous voulez savoir si tel laboratoire est performant, Scival va vous permettre de voir en un seul graphique très rapidement les résultats scolaires, les résultats académiques pardon, de ce laboratoire ou de ce chercheur ou de cette université, le nombre de vues, les impacts de citation, le nombre de citations, etc. Et les mots-clés associés à
tel chercheur, tel laboratoire, telle université, tel département, etc. Donc, il possède vraiment toutes les informations des chercheurs parce que les chercheurs ont accepté de donner ces informations à Elsevier quand ils vont regarder ce qui se passe sur Science Direct, sur Scopus, etc. Et enfin, ce que fait Elsevier avec ces données, donc là c'est moins joli, mais ça existe quand même, c'est qu'elle revend directement les bases de données. On a par exemple ce cas qui est vraiment le cas le plus flagrant, et on n'est évidemment pas au courant de tout ce qui se passe. Le cas le plus flagrant, c'est quand ils ont vendu une énorme base de données américaine, des informations personnelles au département d'immigration américain sous l'ère Trump en 2021, pour déporter, par exemple, des Mexicains en situation d'illégalité aux États-Unis. Donc ça, c'est des choses qui existent aussi. Est-ce que les données émises par les chercheurs dans leur base de données ouverte ont permis de produire ces données pour LexisNexis ou pas? On ne peut pas savoir. Néanmoins, c'est ce que fait la maison mère d'Elsevier. C'est au moins ça qu'on peut affirmer. Voilà, en gros, ce que fait Elsevier avec toutes les données dont il dispose, certaines données qui proviennent de notre usage des logiciels d'Elsevier, mais aussi certaines données qu'on produit en open access avec les bases de données qu'on va laisser ouvertes. Et donc voilà, moi je suis toujours là à cette conférence à Madrid en train de me demander, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, moi, avec tous ces éditeurs qui ont toutes ces pratiques-là et qui sont en train de sponsoriser la conférence dans laquelle je suis en train d'assister. Et en fait, quand j'entends les personnes qui sont à cette conférence, je me rends compte qu'en fait, il n'y a quasiment pas de chercheurs. L'immense majorité des personnes qui sont à cette conférence, ce sont des gens du business, en fait. Ce sont des gens de MDPI, des gens de Frontiers, et puis aussi des personnes d'entreprise, par exemple SciSpace. Je ne sais pas si vous connaissez SciSpace, vous pouvez regarder sur Internet. C'est une entreprise qui propose, à partir des articles ouverts, on pose une question à un algorithme, et l'algorithme nous dit, bah voilà, tous les articles en open access qui permettent de répondre à cette question, et voici un petit résumé de votre question. Et en fait, ils utilisent les données que vous avez en open access pour pouvoir faire ces résumés-là. Donc je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand ils parlent d'open access, ils parlent vraiment d'open science, ils parlent en fait d'open science comme étant quelque chose de bien en tant que tel, et quelque chose qu'il faut absolument avoir en tant que tel, sans jamais se poser la question qu'est-ce que c'est que l'open science et pourquoi c'est important finalement l'open science. Et c'est cette réflexion-là que j'aimerais avoir avec vous. C'est en fait, c'est quoi l'open science? Et c'est pas une question qui m'est venue que à moi comme ça quand j'étais dans cette conférence. C'est une question qui est relativement ancienne. Et par exemple, Tal Yarkoni, qui est un chercheur en psychologie sociale, a publié un billet de blog qui s'appelle Je déteste l'open science. En fait, il déteste pas l'open science, il déteste le terme open science. Et il déteste le terme open science parce que finalement, c'est beaucoup trop inclusif de beaucoup trop de choses différentes qui ne se valent pas. Et il dit, bah, en fait, l'open science, ça va englober l'accessibilité. Ça va englober le fait de modifier où va l'argent pour que ce soit plus diversifié ou pour que ce soit plus égalitaire. L'ouverture des opinions, ça va englober l'ouverture à plus de diversité, l'ouverture à plus de reproductibilité, l'ouverture à la métascience, réfléchir un petit peu plus à la manière que l'on a de faire de la science. Et en fait, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Et quand on parle d'open science, on devrait quand même se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'open science quand on en parle? Parce qu'en fait, quand on laisse ces éditeurs en parler, notamment dans la conférence à laquelle je suis allé en Espagne, pour eux, c'est uniquement de l'accessibilité. Et pour eux, c'est uniquement de l'accessibilité du manuscrit, donc l'open access, l'accessibilité des données, open dataset, et un peu en particulier l'accessibilité au matériel, à la méthode, à la procédure. Mais enfin, l'immense majorité des mentions qui sont faites, c'est de l'open access. Est-ce que l'open science, ce n'est que de l'open access? Je pense pas, mais c'est ce que disent ces éditeurs. Et pourquoi ils le disent? C'est tout simplement parce que, comme la question qui m'avait été posée, c'est principalement pour de l'argent, parce que l'open access, ça leur permet de gagner plus d'argent. Quand on publie un article, souvent on le publie gratuitement. Quand on publie un article en open access, dans beaucoup de journaux, et notamment les journaux tenus par MDPI, Frontiers, Elsevier et d'autres, eh ben, il faut payer. Et en fonction du niveau d'accessibilité de l'article, on va payer d'autant plus cher. Évidemment, c'est pas nous en tant que chercheurs qui payons, c'est le contribuable qui paye pour ça. Mais on peut quand même se dire que peut-être l'open science, c'est plus que de l'accessibilité. Est-ce que c'est vraiment que les éditeurs qui confondent open science et open access? Bah, pas vraiment, parce que si on regarde
la Commission européenne et qu'on s'intéresse, on va juste taper Open Science European Commission, on tombe sur cette page qui définit l'Open Science. Premier paragraphe, What is Open Science? Très bien, petite définition. Deuxième paragraphe, on explique un petit peu les limites de l'Open Science et directement un paragraphe sur l'Open Access et un deuxième paragraphe sur l'Open Access. C'est-à-dire que pour la Commission européenne, quand on définit Open Science, on ne peut pas définir Open Science sans définir l'Open Access. C'est vraiment une partie centrale de l'Open Science. Si on regarde une petite rétrospective sur le projet Horizon Europe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est en fait un énorme programme de financement de l'Union européenne qui va, par exemple, mon laboratoire est payé par un financement Horizon qui a pour objectif de s'intéresser à modifier le fonctionnement de la recherche en Europe pour que ce soit plus de l'open science. En fait, la rétrospective qui a été faite par l'Union européenne sur ce sujet-là, c'est que le programme Horizon 2020, dans le programme Horizon 2020, l'open science était quasiment réduit à l'open access. C'est-à-dire que les financements qui allaient à l'open science dans Horizon 2020 n'étaient quasiment dédiés que à de l'open access et à aucun autre aspect de l'open science. Aujourd'hui, dans les financements actuels, c'est un peu plus diversifié, mais c'est encore très timide. OpenAir, dont j'ai parlé, qui du coup sponsorisait cette conférence, c'est une association qui a été fondée par l'Union européenne pour promouvoir l'open science en Europe à travers des formations, à travers du matériel en ligne, etc., pour pouvoir former les institutions et les chercheurs à l'open science. Eh bien, OpenAir, si on regarde parmi les sponsors, vous allez évidemment retrouver Elsevier en première ligne. Elsevier est partout et principalement partout dans l'open science. Je vais vous montrer aussi d'autres exemples très rapidement. Alors, je sais que là, je m'adresse à un public belge. Néanmoins, je voulais vous montrer ce deuxième plan pour l'open science français, qui est donc une petite brochure d'une vingtaine de pages. Et si vous regardez la présentation de ce plan français pour l'open science, si vous regardez où se trouve Open Access dans cette présentation, vous verrez que ça se trouve en deuxième ligne du début de l'introduction et que la troisième ligne est dédiée à expliquer ce que c'est que l'open access. Donc même pour l'État français, même pour le ministère de l'Éducation supérieure française, l'open science et l'open access, c'est vraiment la même chose. Et on ne peut pas distinguer l'un et l'autre, ce qui est quand même très réducteur en fait de ce que c'est que l'open science. Et enfin, HAL. Je ne sais pas si vous utilisez HAL en Belgique, mais en France, on est obligé de publier ses thèses sur HAL et on doit publier un certain nombre d'articles scientifiques sur HAL, qui est vraiment la grosse structure française qui permet d'archiver ces articles. En fait, HAL a été fait avec l'aide d'Elsevier. Donc Elsevier est vraiment partout et même dans les créations nationales publiques, on retrouve tout le temps Elsevier, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, et probablement, mais vous pourrez faire vos recherches. En Belgique, ça doit être la même chose. Et donc, ça mène à poser cette question, c'est quoi l'open science? Si l'open science, c'est pas que de l'open access. Et en fait, je crois que c'est un peu le souci qu'on a, nous, les chercheurs, c'est qu'on ne s'est pas forcément suffisamment posé la question et on a laissé un petit peu la question en suspens en disant c'est un mouvement un peu vague. Et j'aimerais revenir avec vous sur quelques problématiques qui sont liées avec le fait de laisser ce mot comme étant aussi vague que ça. Pour moi, le terme open science, il a trois problèmes. Et c'est de ça dont on va discuter. Le premier problème, c'est qu'il a un problème de définition. Donc, je viens de vous le dire, c'est un terme qui est très vague. Et notamment sur le fait que c'est pas que de l'open access. Et il faut qu'on arrive à réfléchir à chaque fois que quelqu'un nous parle d'open science, de quoi il est vraiment en train de me parler. Est-ce qu'il est vraiment en train de me parler d'open science de manière générale ou d'open access? Parce que si on laisse faire les éditeurs vont avoir toujours tendance à parler d'open access parce que c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent. La diversité, ça leur permet pas spécialement de gagner de l'argent. L'ouverture des opinions, pas trop. Par contre, l'open access, pouvoir faire payer pour les manuscrits, ça leur fait rapporter de l'argent. Pareil pour les institutions, on voit bien que l'Union européenne ou l'État français euh, lient très fortement l'open science et l'open access. Si on met ça en lien avec le fait que, bah oui, il y a au niveau de l'Union européenne des stratégies de lobbying pour ça, c'est peut-être aussi à nous, en tant que chercheurs, de aussi faire remonter l'information qu'on ne peut pas agréger aussi facilement open science et open access.
Et pareil pour des projets d'initiative et des conférences. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai aussi pris conscience de ce problème. C'est en arrivant à cette conférence sur l'open science, qui est en fait une conférence qui était uniquement dédiée à l'open access et uniquement dédiée au partage de manuscrits et pour ces éditeurs-là, quoi. C'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème de définition. J'avais pas pris conscience de ça avant. Et en fait, c'est pas que de l'open access, parce que l'open access, ça fait partie de la transparence, et la transparence, c'est quelque chose de plus large, mais l'open science, ça doit être aussi lié à un format de contrôle de qualité. Et je vais vous expliquer ce qu'on appelle le contrôle qualité. En fait, la transparence, donc ça, c'est un article très intéressant qui date de l'année dernière de Vazayer et Holtcomb. Il dit en fait, pour que un domaine de recherche soit transparent, il faut qu'il y ait les données qui soient ouvertes et le code qui soit ouvert et les matériels qui soient ouverts, ce qu'on va appeler la transparence ou l'open access. Enfin, non, ce qu'on va appeler l'open access, pardon. Mais pour qu'il y ait de la transparence, il faut aussi avoir un statut de contribution, c'est-à-dire savoir qui a fait quoi, qui a écrit l'article, qui a fait l'analyse statistique, qui a récupéré les données, qui a relu l'article, qui, etc., etc. Des analyses, un plan d'analyse, donc ce qu'on va appeler un préenregistrement ou un format register report, enfin quelque chose qui nous permet de prouver qu'on a fait notre plan d'analyse avant d'avoir conduit les analyses. Et enfin, une barrière faible à l'entrée, c'est-à-dire, alors en psychologie, j'ai pas l'impression qu'on ait trop ce problème-là, mais moi, du coup, j'appartiens à un département d'économie, et en économie, il y a vraiment cette impression qu'on ne peut publier dans des gros journaux que si on a un co-auteur qui fait partie d'une grosse université américaine, ce qui est un peu problématique à ce niveau-là. En psychologie, j'ai un peu moins l'impression que ce soit le cas. Et enfin, il faut des indicateurs, qu'ils appellent ça des indicateurs d'évaluation critique, ce que moi j'ai appelé un indicateur de contrôle qualité, qui est la possibilité, une fois qu'on a cette transparence, une fois qu'on a cette ouverture, bah, de vérifier que ce qui est mis, c'est bien mis et que ça reflète exactement ce qui est dans le manuscrit et les résultats qui y sont associés. C'est-à-dire une détection automatique d'erreurs. Donc ça existe déjà, on a des logiciels en ligne comme StatCheck ou comme Sprite qui permettent de vérifier automatiquement s'il y a des erreurs. C'est pas parfait, mais ça peut être une première ligne de défense, une première ligne d'entrée pour s'assurer que les choses sont un petit peu bien faites. Une vérification de reproductibilité computationnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre votre script et votre donnée et qui va pour tester. Il ne va pas essayer de refaire des tests différents, etc. Il vérifie juste que votre script fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez facilement fait par des éditeurs, mais qui est pas du tout la norme. Une vérification de réplicabilité empirique, donc ça, c'est des chercheurs qui vont répliquer vos résultats indépendamment de vous. Vazayer et Aurélien Allard, qui est à Paris maintenant, ils ont fait un papier qui parle de ça sur les audits scientifiques, où ils parlent justement du fait que si un éditeur, je sais pas, publie 100 études, il peut mettre un petit peu d'argent pour essayer de répliquer 10 études. Et si sur ces 10 études, 9 sont répliquées, on peut se dire ce qui est produit dans ce journal, ça marche bien. Mais si on n'a qu'une seule qui a réussi à être répliquée, on peut se dire il y a peut-être un problème, il faut vérifier la manière que l'on a de publier dans notre journal. Un processus de peer reviewing pré-publication et post-publication. Alors, pré-publication, c'est plutôt souvent comme ça que ça se passe, mais post-publication, c'est beaucoup plus dur. C'est difficile de publier des commentaires remettant en cause un article. Et quand on arrive à publier des commentaires remettant en cause un article, l'article est toujours beaucoup plus cité que le commentaire. Ce qui pose quand même un énorme problème sur la possibilité de corriger ce qui se passe dans nos sciences. Enfin, enfin non pas enfin, ensuite, des possibilités de détecter des erreurs et des biais dans la littérature. Ça peut se faire par exemple à travers des méta-analyses qui n'auraient pas pour objectif de synthétiser tout le temps la littérature sur un sujet, mais plutôt de mettre en évidence les problèmes qu'il peut y avoir dans la littérature. Des théories et des prédictions qui sont fortes plutôt que des théories et des prédictions qui sont plus faibles, et de la diversité. Alors là, je ne vais pas vous la faire, hein, mais on a toujours le problème des weird studies qui restent prédominantes. Néanmoins, ce que j'essaie de vous communiquer là, c'est que l'open science, si on dit que c'est juste de la transparence, si on dit que c'est juste, on va mettre notre manuscrit en PDF en libre accès, mettre nos données en libre accès et mettre notre script en libre accès, mais on va jamais vérifier ce que font les autres, ça sert à rien, parce qu'on ne pourra jamais savoir si ça marche ou si ça marche pas ce qu'on fait, si personne n'est là pour le vérifier. Et c'est pour ça que je souhaite arriver à la prochaine étape, qui est que l'open science, c'est pas que des compétences, c'est pas que savoir préenregistrer, c'est pas que savoir mettre des données sur OSF, c'est pas que savoir faire des analyses de puissance, c'est une culture de recherche. L'open science, c'est se dire dans sa tête et autour de nous au sein de notre laboratoire que c'est mieux de préenregistrer, c'est mieux de faire des analyses de puissance que de ne pas le faire. C'est vraiment ça l'idée. Et en fait, ça provient
des normes de Merton. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et encore une fois, hein, je vous invite à aller lire l'article de Vasayer à ce sujet-là. J'ai pris cette slide d'ailleurs de Simine qui est disponible sur Internet. En fait, Merton dit, les chercheurs, quand ils font de la recherche, ils ont 4 valeurs. La première valeur, c'est l'universalisme. C'est-à-dire que si un chercheur dit que quelque chose est vrai, ça peut être vrai indépendamment de qui le dit. C'est pas, il n'y a pas d'argument d'autorité. C'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai parce qu'on peut vérifier que c'est vrai. Deuxième, c'est la communalité, c'est-à-dire que ce qui est scientifique appartient à toute la communauté, ça appartient pas à un chercheur en particulier. Le troisième, c'est le désintérêt. On fait de la science parce qu'on adore la vérité et on adore créer des théories qui expliquent le monde. On ne fait pas de la science, par exemple, pour l'argent. Et le dernier, c'est le scepticisme organisé, c'est-à-dire la possibilité que l'on a de vérifier ce que font les autres, parce qu'on ne peut pas supposer que ce que font les autres est vrai et bien fait, il faut le vérifier. Alors pour toutes ces 4 valeurs, on sait aujourd'hui que c'est plutôt faux et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui font de la science parce que, ils essayent de gagner de l'argent et puis ils font des TED Talks et puis ils font des livres et puis, ils sont très connus et puis, bon, je vous passe l'affaire, Ariely, l'affaire, Gino et cetera, mais enfin, on a pas mal d'exemples là-dessus. Moi, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est surtout sur cette partie, sur le scepticisme organisé. Le scepticisme organisé, c'est le contrôle qualité. C'est ce processus-là qu'on n'a pas encore réussi à avoir en psychologie et aussi dans d'autres types de sciences. On n'a pas encore réussi à passer ce cap de se dire, moi, dans mon laboratoire, j'ai pas suffisamment confiance dans ce que font mes collègues pour vérifier ce qu'ils font. Et j'estime qu'ils ne devraient pas avoir confiance en ce que je fais et j'aimerais qu'eux aussi vérifient ce que je fais au sein de mon laboratoire, au sein de mon université, au sein de ma communauté de chercheurs, peu importe. Mais c'est vraiment cette idée de penser l'open science et de penser le contrôle qualité comme étant quelque chose qui appartient à notre culture de recherche. C'est pas encore présent et c'est vers ça qu'il faudrait tendre dans l'open science. Et enfin, et ça je pense que c'est important de le dire et de le dire de manière un peu crue, c'est que l'open science, c'est pas juste un pan de la science, ça devrait être la science. C'est-à-dire une science qui n'est pas ouverte, une science qu'on ne peut pas vérifier, en quoi ça peut être de la science. Il y a un chercheur, je me souviens plus qui l'avait dit, mais c'était sur Twitter, j'ai beaucoup aimé cette manière de le présenter, c'est de dire de la science sans données, c'est juste un argument marketing, c'est pas de la science. Et je pense qu'il faudrait à un moment donné dire que l'open science, c'est pas juste une sous-partie intéressante de la science, ça devrait être ce qu'est la science. Et ça m'amène à mon le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous sur l'open science. Le deuxième problème associé à l'open science, c'est l'objectif. Pour les éditeurs scientifiques, notamment ceux que j'ai pu rencontrer à cette conférence, l'open science, ça devrait être un bien en tant que tel. On devrait tendre vers plus d'open science parce que c'est quelque chose de bien en tant que tel. Sauf que c'est pas vrai. L'open science, c'est pas bien en tant que tel. L'open science, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Et c'est un moyen de quoi? L'open science, c'est un moyen d'améliorer la qualité de la recherche produite. Notre objectif à nous en tant que chercheurs, c'est de nous assurer que les théories qui expliquent le monde soient de bonnes théories et qu'on fasse bien les choses. Et l'open science, c'est juste un moyen d'arriver à ça. Et une fois que l'open science sera devenu la norme, l'objectif de qualité sera toujours là, ce qui est bien pour moi en tant que méta-scientiste, parce que j'aurai toujours du boulot, même une fois que l'open science sera là. Néanmoins, il ne faut pas penser que l'open science est juste un objectif. On doit toujours se poser la question de pourquoi on devrait faire preuve de plus d'open science, dans quel but et comment le faire. Et justement, ça amène au troisième point et au troisième problème que je vois avec l'open science, c'est le problème des bénéficiaires. Si on regarde ce qui est dit sur le site de l'Union européenne, si on regarde ce qui est dit sur le site de l'éducation supérieure, sur le site du ministère de l'Éducation supérieure en France, et aussi sur le site des éditeurs, vous verrez que les bénéficiaires, c'est toujours le public good, le bien commun, les citoyens, etc. En réalité, on voit bien, et j'ai essayé de vous le démontrer avec les premières slides de ma première partie, les bénéficiaires, c'est souvent les éditeurs. Parce que eux peuvent récupérer ces données et eux peuvent monétiser ces données. Et eux gagnent de l'argent grâce au fait que l'on vende la capacité à tout le monde de pouvoir accéder à nos manuscrits et à nos données. Eux nous disent que ce sont les citoyens qui bénéficient et le bien commun, la vérité, c'est que moi, en tant que chercheur en psychologie sociale, je suis incapable de lire un article en neurosciences, je suis incapable de lire un article en macroéconomie ou quoi que ce soit. Comment un citoyen pourrait, lui, être capable de ça? La vérité, c'est que les seules personnes qui peuvent bénéficier d'un manuscrit ouvert en macroéconomie, c'est quelqu'un qui comprend la macroéconomie, c'est-à-dire un chercheur en macroéconomie ou, à la rigueur, un journaliste scientifique ou un vulgarisateur qui a des connaissances dessus. Et certainement pas un citoyen et certainement pas un chercheur d'un autre domaine de recherche.
Donc il faut le dire, le bénéficiaire de l'open science, c'est avant tout le chercheur. Mais si le bénéficiaire de l'open science, c'est avant tout le chercheur, ça veut dire forcément que l'open science doit d'abord prendre en compte ses besoins en tant que chercheur. Et ça, c'est pas fait. C'est pas fait si on prend 2 exemples. L'exemple de l'European Open Science Cloud, qui est voilà, une sorte de marotte de la Commission européenne qui a dit on va mettre beaucoup d'argent pour créer un serveur qui permettra à tous les chercheurs de publier tout ce qu'ils veulent, du matériel, des données, etc., en libre accès au sein de l'Union européenne. Ça a été fait avec le consentement d'aucun chercheur. Aucun chercheur n'a été consulté pour ça. On ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour ça et on n'a jamais été consulté pour ça. C'est pas normal en tant que citoyen de l'Union européenne et en tant que chercheur de ne pas avoir été consulté sur quelque chose qui devrait nous impacter directement. Si on regarde COARA, qui est donc la coalition pour, alors je les termes en anglais, assessment, pour vérifier, c'est la coalition qui permet de réfléchir aux critères de sélection des chercheurs. Oui, Olivier? J'ai une question. Est-ce que tu es sûr qu'aucun chercheur n'a été consulté pour la Open Science Cloud? Parce que Non, il n'a ça pas été quand même très, très fort. Eh ben, j'ai cherché. En fait, je suis allé à l'université de Maastricht en juin dernier et j'ai discuté avec des chercheurs, des personnes qui se plaignaient de ça justement, parce que eux avaient été consultés et en fait, on n'avait pas pris en compte leur avis. Donc, si tu regardes comment ça fonctionne, je t'invite à aller regarder par toi-même, hein, mais si tu regardes comment ça fonctionne, de temps en temps, on a des experts qui sont parfois des chercheurs, parfois pas, qui sont consultés. Et en fait, si tu regardes comment ça fonctionne, leur avis n'est jamais pris en compte à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui l'état actuel de l'European Open Science Cloud, ça avance pas. Et il n'y a rien qui a été mis en place à ce niveau-là. Ok. Mais je t'invite à regarder. Si tu trouves effectivement que des chercheurs ont été consultés sur ce sujet et qu'on a pris en compte leur avis, n'hésite pas à me l'envoyer parce que je serais très curieux de ça, de voir des voix discordantes à ce niveau-là, parce que moi j'ai justement eu ce problème-là quand je suis allé à Maastricht. Ouais. Oui. On peut discuter un autre moment. Et donc pour ce qui est de Coara, quand Coara a été signé, donc voilà, je répète ce qu'est Coara. Coara, c'est un accord que passent les universités avec l'Union européenne en disant que pour embaucher des nouveaux chercheurs, on va faire appel à plus de critères équitables, plus de critères qualitatifs, etc., etc. Ils ont créé cet accord à la base tout seul, ou en tout cas avec des tables de discussion comprenant Elsevier, mais aucun chercheur. Néanmoins, il faut le dire, il y a eu des pressions internes au sein de Coara pour que des chercheurs soient pris en compte, pour que les voix des chercheurs soient pris en compte, mais ça a été fait a posteriori, et aujourd'hui, il existe des working groups avec des chercheurs pour remonter des problématiques de la base des chercheurs à cette coalition, mais cette coalition est indépendante des chercheurs. Il n'y a pas de chercheurs parmi l'équipe dirigeante de Coara, ce qui est aussi une forme de problème. Moi, je fais partie d'un groupe de travail Coara. En fait, mon équipe de recherche Synopsis fait partie d'un groupe de travail. On ne sait pas bien aujourd'hui en quoi ce que l'on va créer et ce qu'on va remonter va modifier ou pas chez Coara. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, d'autant plus que en fait, il y a plein d'outils open science qui nous servent, qui nous sont utiles tous les jours, et il y a plein de moyens de faire de la recherche qui nous servent tous les jours et qui en réalité ne sont pas financés ni par ces éditeurs, ni par les institutions européennes, ni par les gouvernements. Un exemple fort, c'est SciArchive. SciArchive a demandé en septembre dernier aux chercheurs des financements pour pouvoir tenir une année de plus. C'est quand même fou de se dire que quelque chose qui est aussi important pour nous nécessite notre propre financement à nous en tant que chercheurs, et on n'a pas réussi à avoir des financements européens ou des financements d'un grand État qui pourrait aider à maintenir ce genre de serveur. Alors que ça nous aide directement. Pareil, si on regarde les journaux
qui sont de la meilleure qualité, je mets des guillemets, on remarque qu'il n'y a qu'un seul journal en psychologie qui propose une vérification, alors une vérification de la reproductivité computationnelle, donc qui permet de s'assurer que le script qui a été envoyé fonctionne, c'est Metapsychology. Et Metapsychology fonctionne uniquement grâce à un financement d'universités suédoises. Et c'est quand même enfin, moi, je sais pas, je me pose des questions sur le fait que ça puisse pas être quelque chose qui puisse être financé par un État entier ou plus généralement par l'Union européenne, parce que c'est vers ça qu'on devrait tendre. Pourquoi l'Union européenne va financer quelque chose comme l'European Open Science Cloud qui nous sert à rien pour l'instant parce que c'est pas lancé et pourrait pas financer la base, en fait, ces éditeurs, ces petits éditeurs ou ces petits journaux qui essayent de faire bien les choses et dont on a quand même des preuves que ça fonctionne bien, quoi. Donc voilà, moi l'idée générale, c'est pas de voilà, je prenais surtout des exemples pour dire qu'en fait l'open science ça doit d'abord prendre en compte les besoins des chercheurs, plutôt que d'avoir des administrateurs qui font des trucs dans leur coin en disant les chercheurs vont être obligés de faire cela. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet objectif dans l'Union européenne, les chercheurs doivent publier leurs articles en open access, sans se poser la question de pourquoi on est obligé de payer ces éditeurs pour de l'open access, et est-ce que finalement il n'y aurait pas des alternatives qui soient moins chères et qui soient plus efficaces de faire. Voilà, là j'ai mis les 3 problèmes de l'open science, voilà le gros, la grosse slide où il y a tout. Et donc je vais finir là-dessus, qui était du coup ma question principale de ce talk. Faut-il se méfier de l'open science? Je dirais que oui. Faut se méfier en fait très exactement de qui définit l'open science et comment on la définit, parce que c'est très vague. Et je pense qu'on gagnerait à correctement définir ce qu'on entend par open science. Qui profite de l'open science et dans quel but? Parce que je pense qu'on doit toujours se poser la question de en quoi l'open science va bénéficier aux chercheurs avant tout et en quoi ils ont été pris en compte dans les processus de décision. Et enfin, utiliser la méfiance que l'on peut avoir, que j'ai essayé de vous transmettre sur l'open science pour améliorer notre organisation de chercheurs, améliorer notre culture en tant que chercheur pour produire une science de meilleure qualité.